Mesdames, Messieurs, bonjour et heureux de vous rencontrer dans ces circonstances spéciales. Je remercie déjà Buzz Event par rapport à l'organisation de cette première édition de Entreprendre Expo en mode virtuel. J'aurais bien aimé que cette présentation ou bien ce e-conférence se déroule en présentiel, mais mesures sanitaires obligent de nous adapter en mode webinaire. Je me présente, je m'appelle Taïf Chouaib, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et conseiller fiscal et fondateur du cabinet Audinex. Nous accompagnons différents porteurs de projets et investisseurs dans leur démarche et ainsi dans leur cours de vie professionnel, que ce soit de différents types et de différentes tailles, que ce soit des entreprises familiales ou des multinationales opérant sur plusieurs secteurs d'activité. Mon intervention par rapport à cette e-conférence s'intitulera autour de la fiscalité marocaine avec un tour d'horizon des principales mesures que chaque entrepreneur ou porteur de projet devra connaître pour lancer son activité, ainsi que les mesures communes. Nous, malheureusement, on ne pourra pas aborder l'ensemble des mesures fiscales qui sont spécifiques ou spéciales par rapport à chaque secteur d'activité et dans lequel j'invite les porteurs de projets ou bien les investisseurs ou bien les entrepreneurs à se rapprocher auprès de professionnels qui pourront leur conseiller par rapport à leur spécificité fiscale. Donc, sans plus tarder, on va annoncer le plan de cette e-conférence. On démarrera par au début par la fiscalité propre au démarrage d'un projet avec les avantages fiscaux octroyés par le législateur aux nouveaux créateurs de projets. On parlera après sur l'impôt sur les sociétés. On abordera aussi l'impôt sur le revenu, aussi la taxe sur la valeur ajoutée et aussi la taxe locale, à savoir la taxe professionnelle, la taxe services communaux, pour finir avec les droits d'enregistrement et de timbre. Pour chaque porteur de projet, normalement au début, il doit connaître et il doit plutôt choisir la forme juridique selon laquelle il va exercer son activité. Parce que le choix de la forme juridique de son activité impactera directement les impôts qu'il va payer tout au long de son exploitation professionnelle. J'ai listé les principaux formes juridiques que peut réaliser ou bien adopter un entrepreneur ou bien un porteur de projet, à savoir l'entreprise individuelle, communément appelée personne physique. Elle sera imposée à l'IR, à la TVA, à la taxe professionnelle. L'auto-entrepreneur, si elle adopte cette forme-là, il sera imposé à l'IR et à la taxe professionnelle. Pour la SARL, la SA et la SAS, qui est une forme plus flexible de la SA, ces trois formes juridiques qui sont imposables à l'IS et à la TVA et à la taxe professionnelle. Par rapport à la SNC, qui est une société en nom collectif, elle est imposée à l'IR et à la TVA, à la taxe professionnelle, et sur option à l'IS, qui est une option irrévocable. Par rapport à la société commandite simple, elle est imposable à l'IS, mais elle peut être imposée à l'IR si elle comprend que des personnes physiques. Elle est imposable aussi à la TVA, à la taxe professionnelle. Pour les sociétés en commandite par action, elle est imposable à l'IS, et à la TVA et à la taxe professionnelle. Les associations, de manière générale, elles sont exonérées d'impôts, mais elles peuvent être imposées à l'IS, TVA, à la taxe professionnelle si jamais elles réalisent des opérations à but lucratif. La succursale, enfin, elle est imposable à l'IS et à la TVA et à la taxe professionnelle.
Les mesures que le législateur il a octroyées pour les nouvelles créations ou bien pour inciter les gens à créer leur business, ils sont de l'ordre principalement de droit commun. Donc, on retrouve par rapport à l'IS, il y a un encouragement par rapport à l'IS, c'est pour les sociétés exportatrices, une exonération des bénéfices réalisés à l'export pendant les 5 premières années pour les sociétés créées avant 2020, sachant qu'après 2020 ou bien à partir de janvier 2020, les sociétés exportatrices sont imposables au droit commun. Il y a aussi une exonération de la cotisation minimale pendant les 36 mois d'activité. Si jamais la société réalise par contre un bénéfice pendant la première année ou bien la deuxième année, elle sera imposable à l'IS. Par rapport à la TVA, donc, le législateur il a donné une exonération de la TVA sur les biens d'investissement durant les 36 mois à compter du début d'activité, ce qui permet d'alléger un petit peu la trésorerie de la société nouvellement créée pendant les 36 mois. L'exonération aussi de la TVA à l'importation des biens d'équipement pour la réalisation d'un projet d'investissement dans le cadre d'une convention signée avec l'État, et aussi une exonération de TVA pour les autres entrepreneurs afin de les inciter de basculer de l'informel vers le formel. La mesure relative à la taxe professionnelle, c'est une mesure commune, c'est une exonération pendant les 5 premières années à compter de l'année de début d'activité pour payer la taxe professionnelle. C'est que vous payez la taxe professionnelle à partir de la 6e année. Par rapport à l'IR, l'impôt sur le revenu, il y a une exonération qui est faite pour encourager le recrutement au sein des sociétés. Donc, c'est une mesure qui a été ancienne, qui a démarré entre 2015 et qui va finir le 31 décembre 2022, à savoir une exonération du salaire mensuel brut plafonné à 10 000 dirhams. Donc, pour les 10 premiers salariés, donc vous ne payez pas l'IR et par la même occasion, vous ne payez pas la part patronale de la CNSS, à savoir qu'il faut faire une déclaration auprès de l'ANAPEC et pour adhérer au programme TEHFIZ. Autre mesure d'encouragement, c'est par rapport à la loi de finances 2021 qui vient encourager et hausser le recrutement, vu que le taux de chômage qui a été observé durant la période de coronavirus. Et donc, le législateur, il a encourager le recrutement pour les personnes pour qui les jeunes diplômés, donc pour leur premier recrutement. Et donc, il y a une exonération d'IR pendant les 36 mois de leur recrutement à compter de la date de leur recrutement, et que le recrutement doit se faire entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, donc courant l'exercice 2021. Pour la création de la société et bien de votre projet, il y a 3 étapes principales. Donc, si jamais vous adhérez à la création par rapport au circuit classique, parce qu'il y a un autre circuit qui est le circuit du centre régional d'investissement. Vous obtenez un rendez-vous, vous déposez les documents nécessaires et vous récupérez vos identifiants dans un seul guichet unique. Par contre, si vous adhérez à la méthode classique, il y a principalement 3 étapes pour s'inscrire auprès des impôts. Alors, au début, on fait une inscription de la patente après l'obtention du certificat négatif. Donc, on fait une inscription à la patente dans le secteur que vous exercez ou que vous allez exercer votre activité. Après, une fois en ayant cette patente, on va s'inscrire au registre de commerce pour s'y matriculer et avoir un matricule de registre de commerce. Et à la fin, on revient vers les impôts pour avoir un identifiant fiscal qui va nous donner la méthode d'imposition de notre société et la périodicité.
Par rapport à l'impôt sur les sociétés, donc il s'applique aux bénéfices réalisés par les entreprises passibles de l'IS, qui est la différence entre le produit et les charges, à titre de rappel, par obligation aux bénéfices des sociétés ayant opté pour l'IS. Donc, les sociétés qui sont obligées de payer l'IS, ce sont les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes simplifiées, qui, comme j'ai rappelé, une forme plus légère et plus flexible par rapport à la SA, les sociétés commandites par action et d'autres formes morales comme les clubs, les associations ou les groupements exerçant à titre lucratif. Les sociétés qui peuvent adhérer à l'IS par option, il y a les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation qui ne comprennent que des personnes physiques. Pour le calcul de l'IS, on prend le résultat fiscal et non pas le résultat comptable, le résultat fiscal fois le taux. Donc, c'est la formule principale. Donc, on va décortiquer cette formule. On entend parler par le résultat fiscal, c'est le résultat comptable. Donc, le résultat comptable, c'est la différence entre vos produits moins vos charges qui va vous donner le résultat comptable. Ce résultat comptable, on va réintégrer certaines charges que le législateur n'admet pas en déductibilité ou bien qu'elle dépasse le plafond autorisé. Et cette liste de charges non admises en déduction ou avec des conditions de plafonnement sont bien explicites principalement dans l'article 10 du Code général des impôts, moins les déductions, c'est-à-dire des charges qui ont été imposées l'année dernière ou bien des plafonds, des mesures d'encouragement ou bien d'exonération pour certains cas de figure. Le taux d'imposition du bénéfice à l'IS, c'est par tranche progressive. Donc, si jamais votre bénéfice figure, il est inférieur à 300 000 dirhams, donc il sera imposé au taux de 10%. Donc, la tranche qui sera entre 300 000 dirhams et 1 million de dirhams, elle va être, quant à elle, imposée à 20%. La tranche qui sera supérieure à 1 million de dirhams sera imposée au taux d'IS de 31%. Par mesure exceptionnelle pour les sociétés industrielles qui réalisent un bénéfice net inférieur à 100 millions de dirhams. Donc, quant à elles, elles sont imposées à 28% et non pas à 31%. Pour donner un exemple, donc si jamais vous avez un bénéfice fiscal de 1 200 000 dirhams, pardon, donc la tranche qui sera entre 0 et 300 000 dirhams, elle va être imposée à 10%. La tranche entre 300 000 dirhams et 1 million de dirhams sera imposée au taux de 20%. Et la tranche qui est supérieure à 1 million de dirhams, qui est de 100 000 dirhams, dans notre cas, sera imposée au taux de 31%. Et après, on fait la somme des trois tranches qui nous donnera l'impôt à payer. Pas mesure particulière. Les sociétés, il y a un taux d'IS fixe de 15% qui sera appliqué pour les sociétés qui seront implantées dans les zones d'accélération industrielle ou les sociétés ayant le statut de Casa Finance City. Il y a un taux d'IS de 37% pour les établissements de crédit et organismes assimilés. Par rapport à la cotisation minimale, donc la cotisation minimale, comme son nom l'indique, c'est le minimum d'impôt que vous devez payer. Donc, et le calcul de la cotisation minimale, c'est la somme du chiffre plus les autres produits d'exploitation, plus les produits financiers, à savoir les gains de change, plus les subventions et dons reçus, fois le taux. D'accord? Donc, ce taux-là varie entre 0,25% et 0,5%. 0,25%, c'est accordé ou bien réservé aux sociétés qui vendent des produits pétroliers, du beurre, du gaz, de l'huile, de la farine ou bien de l'électricité et de l'eau. Et 0,5%, c'est le droit commun, c'est pour l'ensemble des autres sociétés. Il faut savoir que le taux de cotisation minimale peut augmenter pour atteindre 0,6% si jamais la société réalise un déficit par rapport aux produits, aux résultats
courant hors amortissement déficitaire pendant les 3 années. Sachant que pour rapport au minimum que vous payez, c'est 3 000 dirhams. Si jamais vous avez une cotisation minimale qui est inférieure à 3 000 dirhams, donc vous payez le minimum qui est de 3 000 dirhams pour les contribuables soumis à l'IS et 2 500 dirhams pour les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu. Et à la fin, donc, on fait la comparaison entre la cotisation minimale, son montant, avec le montant de l'IS et vous payez l'impôt le plus élevé entre les deux. Par rapport au paiement de l'impôt, donc déjà, pour que le législateur il a vu que pour qu'il n'y ait pas une charge très lourde en termes de trésorerie à la fin de l'exercice pour payer l'IS one shot, le législateur il a instauré des avances sur l'IS ou bien sur l'impôt qu'on appelle généralement dans le jargon technique des acomptes sur IS. Donc, les acomptes sur IS, c'est le quart de l'IS payé ou bien de l'impôt payé l'année dernière. Donc, on avance des avances, comme on dit, donc d'impôt du quart à la fin de chaque trimestre comme deadline. Donc, on paye le premier trimestre, le deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre des acomptes. Et à la fin, on fait la comparaison entre ce qu'on a avancé par rapport à l'impôt à la fin de l'exercice et on régularise. Comment on va régulariser? C'est simple. Donc, on prend si l'ensemble des avances qu'on a avancées courant l'exercice sont inférieures plutôt à l'impôt qu'on a payé, qu'on devrait payer, qu'on a calculé à la fin de l'exercice. Donc, on fait une régularisation et on paye le reliquat. Mais si jamais on a un ensemble, plutôt on a avancé plusieurs, dans les acomptes un montant et que à la fin de l'exercice, l'impôt dû est inférieur par rapport à ces acomptes-là, donc on a un excédent qui va être réservé et impacté dans les prochains acomptes. Par rapport aux déclarations qui devaient être établies à la fin de l'année. Donc, c'est des déclarations qui doivent être déclarées avant les 3 mois de clôture de l'exercice, à savoir si jamais on termine l'exercice le 31/12 de l'exercice N. Donc, on a maximum 3 mois, c'est-à-dire le 31 mars de l'exercice N+1 pour faire un ensemble de déclarations par rapport à l'IS. Donc, parmi ces déclarations, on doit déposer l'état de synthèse prévu par la législation, à savoir l'actif, passif, CPC et l'éthique. Des états prévus par le plan comptable spécifique à certains secteurs d'activité sont rentrés de détail. Il y a des déclarations des rémunérations versées à des tiers. C'est le fameux état qu'on appelle l'état d'honoraires. C'est les charges qu'on a inscrites dans notre comptabilité par rapport aux professions libérales. Il y a la déclaration de rémunération versée à des personnes non résidentes. C'est une déclaration qui est faite pour les fournisseurs qui sont établis à l'étranger. Il y a l'état explicatif de résultats nuls ou déficitaires, le cas échéant. Si vous réalisez un déficit fiscal pendant l'exercice, vous devez expliquer le pourquoi, la raison de ce déficit. À partir de janvier 2017, il y a eu une généralisation de la télédéclaration et du télépaiement. Et donc, toutes les déclarations et tous les paiements devront être établis sur la plateforme Simple. Et par contre, par rapport au paiement, le contribuable il a 2 options pour payer, ou bien par prélèvement automatique au niveau de la plateforme, ou bien par des moyens de paiement, des canaux de paiement, à savoir les agences de paiement qui sont comme par exemple Wafa Cash, Cash Plus, etc. Chose qu'il faut savoir, c'est que par rapport à vos charges de société, vous devrez que le paiement soit fait par l'une des méthodes autorisées par le législateur, à savoir un chèque barré non endossable, ou bien par effet de commerce, par moyen magnétique de paiement, à savoir la carte bancaire, par virement bancaire, par procédé électronique, à savoir maintenant les smartphones, téléphones, le paiement par smartphone qui est maintenant autorisé.
ou bien par compensation entre dette et créance. Le législateur peut autoriser le paiement par espèce, mais avec un plafond de 5 000 dirhams par fournisseur et par journée. Donc, par fournisseur et par jour. Donc, et avec un plafond mensuel de 50 000 dirhams. Donc, on ne peut pas payer un fournisseur plus de 50 000 dirhams pendant le mois en espèces. À titre de rappel par rapport aux sanctions, sans vous faire peur, donc, mais il faut savoir en cas de non-respect de la réglementation, quels sont les enjeux que court l'entrepreneur. En cas de défaut ou retard de dépôt des déclarations de résultats fiscaux, le contribuable peut être soumis à une majoration de 5% en cas de dépôt de déclaration qui n'excède pas les 30 jours. Ou bien une déclaration rectificative hors délai. Cette pénalité passe à 15% si la déclaration se fait après 30 jours et 20% en cas d'imposition d'office par défaut de dépôt de déclaration ou déclaration incomplète. Donc, par rapport maintenant à la sanction applicable en cas de rectification de la base imposable. Donc, si jamais vous faites une déclaration modificative dans les délais, donc vous n'encourez aucune pénalité. Mais si jamais vous faites une déclaration dans les 30 jours qui suivent le deadline, donc vous serez imposé à hauteur de 5%. Si vous dépassez les 30 jours, vous serez imposé à 10% avec 5% le premier mois et 0,5% pour les mois supplémentaires. Les sanctions pour paiement tardif de l'impôt, donc il y a aussi 5% si vous faites le paiement tardivement après le délai dans les 30 jours et 10% si vous dépassez 30 jours et 5% pendant le premier mois, à savoir 15%. Donc, si on a fait 10 plus 5, ça nous donne 15 et 0,5% pour les mois qui suivent. C'est pour vous dire que chaque entrepreneur, si jamais il a des difficultés à suivre sa comptabilité personnellement, il doit se rapprocher auprès d'un professionnel pour lui éviter de payer des sanctions ou des majorations et des pénalités. Par rapport à l'impôt sur le revenu, donc il y a certaines formes juridiques qui sont imposables d'office à l'impôt sur le revenu. Ces sociétés sont les sociétés en nom collectif, les sociétés commandites en commandite simple, ne comprenant que des personnes physiques, les sociétés en participation, les sociétés de fait, les sociétés civiles immobilières et les groupements d'intérêt économique d'office. La base de l'imposition à l'IR, donc il y a 5 revenus qui sont soumis à l'IR. Donc il y a le revenu professionnel, c'est-à-dire la personne qui exerce une activité professionnelle courante. Il y a le revenu agricole, si jamais vous ne dépassez pas le plafond de 5 millions de dirhams de chiffre d'affaires, donc vous êtes exonéré, mais au-delà de 5 millions de dirhams, vos revenus sont imposables à l'IR. Il y a aussi parmi la base d'imposition à l'IR, le revenu salariaux assimilé, les salaires que vous touchez en tant que salarié dans une société. Il y a aussi le revenu et profit de capitaux mobiliers, c'est-à-dire les achats et les ventes de titres de participation, valeurs mobilières de placement, les OPCVM, les SICAV, etc. Et aussi les revenus et profits fonciers, c'est l'achat-vente de terrains, bâtiments, villas, appartements, magasins, etc. L'ensemble de ces revenus font et sont compris dans la base et l'assiette de calcul de l'IR. Alors, le barème de l'IR, il est aussi progressif. Donc, si vos revenus sont inférieurs à 30 000 dirhams, donc vous êtes exonéré de l'IR. Si vos revenus annuels sont compris entre 30 000 et 50 000 dirhams, vous serez imposé au taux de 10 000 dirhams avec un abattement ou bien une somme à déduire de 3 000 dirhams. Si vos revenus sont de 50 000 dirhams à 60 000, vous serez imposé à 20%.
avec un abattement de 8 000 dirhams jusqu'aux les impôts au maximum qui est au-delà de 180 000 dirhams. À ce moment-là, vous serez imposé à 38% avec un abattement de 24 000 dirhams. C'est juste pour vous dire que l'avantage que vous ayez, que soyez imposé à l'IS par rapport à l'IR, c'est que si vous êtes imposé à l'IS, vous allez avoir une économie d'impôt parce que une fois vous atteignez 1 million de dirhams, vous serez imposé à 31%. Contrairement à l'IR, où si vous atteignez 180 000 dirhams, qui est un niveau moins bas que le niveau de l'IS. Donc, à ce moment-là, vous serez imposé à 38%. C'est pour ça, c'est pour vous dire l'économie d'impôt que vous réalisez ou bien en adhérant à une société soumise à l'IS, ou bien en se transformant en société soumise à l'IS. Parce qu'il y a certaines, il y a beaucoup de transformations qui ont été opérées pendant ces dernières années pour certaines professions comme les pharmacies, les personnes physiques qui ont changé de forme juridique pour adhérer, pour se transformer en une société soumise à l'IS afin d'avoir cette économie d'impôt par rapport à l'IS comparativement à l'IR. Alors, comment le calcul se fait? Donc, on situe le revenu net imposable dans la tranche y afférente, donc la tranche qu'on vient de voir. On applique le taux afférent, on déduit la somme à déduire ou bien l'abattement autorisé. Et après, on déduit les charges familiales, à savoir 30 dirhams par personne et par mois, avec un plafond de 360 dirhams plafonné annuellement par personne, sans dépasser 2 160 annuellement pour 6 personnes, à savoir l'épouse ou bien l'époux avec 5 enfants. Le paiement de l'impôt se fait par rapport à la cotisation minimale, elle se fait avant le 1er février de l'exercice N+1. Par rapport à l'IR, il se fait avant le 1er mai N+1 si jamais il y a un complément à payer, ou bien l'IR il est supérieur à la cotisation minimale. Il y a aussi l'IR sur le profit foncier qui doit être payé le 30 jours suivant la date de la cession. Et aussi, il y a une déclaration des profits de capitaux mobiliers, une déclaration annuelle qui doit être réalisée avant le 1er avril de l'exercice N+1. Par rapport à la retenue à la source, les revenus, on retrouve les revenus salariaux qui doivent être opérés le mois qui suit le mois d'obtention de son salaire et qui doivent être prélevés par l'employeur. Aussi, il y a le revenu profit capitaux mobiliers qui doit être fait le mois qui suit la retenue à la source. Par voie de rôle, il y a le reliquat de l'IR suite à la déclaration et aussi la taxation d'office qui est un document envoyé par les impôts vous invitant à payer vos impôts. La cotisation minimale chez certaines catégories de personnes physiques est de 6%. C'est les professions libérales, à savoir les avocats, les interprètes, les notaires, les adouls, les huissiers de justice, les architectes, les médecins, etc. Donc, eux, ils sont imposés à 6%, contrairement à la société où ils sont imposés ou bien au taux de 0,25 ou bien de 0,5%. Par rapport aux déclarations à établir annuellement de revenu global, il y a pour le régime net réel ou bien le régime simplifié, c'est une déclaration avant le 1er mai de l'année suivante et la déclaration de traitement des salaires, il faut la déposer avant le 1er mars de l'année suivante, c'est-à-dire une déclaration annuelle des salaires versés à vos salariés. Aussi, comme l'IS, il y a une généralisation de la télépaiement et la télédéclaration à partir du 1er janvier 2017 pour la déclaration et le paiement avec l'option de paiement ou bien par prélèvement bancaire autorisé préalablement ou bien à travers les canaux de paiement habituels comme j'ai déjà précisé.
Par rapport aux sanctions, qu'il faut savoir aussi, si jamais on ne respecte pas les délais, donc il y a défaut ou retard de dépôt des déclarations de revenu global, donc 5% si jamais on déclare après le délai, mais toujours dans les 30 jours qui suivent le délai, donc, et 15% au-delà des 30 jours, et aussi 20% en cas d'imposition d'office pour défaut de déclaration. En cas de rectification de la base imposable, donc il y a une exonération si jamais vous faites une modification dans les délais légaux, 5% si vous déclarez, vous faites une rectification pendant les 30 jours, 10% si vous faites une déclaration après les 30 jours avec 5% pour le premier mois, à savoir donc 10 plus 5, ça nous donne 15% et 0,5% pour chaque mois ou fraction de mois de retard supplémentaire. Par rapport au paiement tardif de l'impôt, donc il y a 5% encore pour si jamais vous payez tardivement avant dans les 30 jours qui suivent, 10% si vous dépassez les 30 jours, 5% pour le premier mois et 0,5% pour chaque mois ou fraction de mois supplémentaire. Maintenant, on passe par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée qui s'applique aux activités réalisées au Maroc ayant un caractère industriel, commercial, artisanal ou relevant de l'exercice d'une profession libérale ou d'opérations d'importation. Donc, les opérations concernées par par la TVA sont les ventes et livraisons effectuées par les entreprises industrielles. Il y a les ventes et les livraisons en l'état de produits importés réalisés par les commerçants importateurs et les ventes et les livraisons en l'état réalisés par les commerçants grossistes dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente est égal ou supérieur à 2 millions de dirhams. Les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et les promotions immobilières, les opérations de banque, de crédit et les commissions de change, et aussi les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par les professions libérales exerçant à titre de personne physique ou morale, les opérations de livraison à soi-même, de construction aussi. Les opérations qui sont exonérées sont les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits en ce qui concerne leur chiffre d'affaires réalisé à l'export. C'est en respectant le principe de territorialité de la TVA. Les petits aussi, ceux qui sont exonérés aussi, c'est les petits fabricants qui réalisent un chiffre d'affaires annuel ne dépassant pas 500 000 dirhams. Les taux de TVA généralement qui sont généralement applicables, donc ils sont au nombre de 4. Donc il y a le taux de TVA de 7%, 10, 14 et 20%. Il y a deux régimes de TVA pour la déclaration. Il y a le régime à l'encaissement et le régime de débit. Le régime à l'encaissement, c'est qu'on déclare la TVA pour les encaissements qu'on a reçus de chez nos clients et les décaissements qu'on a décaissés pour nos fournisseurs. Le régime de débit, c'est qu'on déclare la TVA une fois que on comptabilise ou bien on inscrit la facture dans notre comptabilité. C'est un régime généralement utilisé par les grandes distributions et les hypermarchés. Le calcul de la TVA due, il est assez simple dans la mesure où il y a la TVA, c'est la différence entre la TVA facturée moins la TVA récupérable. Si jamais la TVA facturée est supérieure à la TVA récupérable, donc on a une TVA due. Et si jamais la TVA facturée est inférieure par rapport à la TVA récupérable, on a un crédit de TVA qui va être reporté pour la prochaine période.
Il n'y a pas mieux qu'un exemple pour illustrer ce cas de figure. Donc, si jamais on prend une société dont le chiffre d'affaires qui a été encaissé, il est de 50 000 dirhams, et avec un achat de produits auprès de fournisseurs en hors taxe de 30 000 dirhams, les deux sont imposables au taux de 20%. À ce moment-là, la TVA facturée, c'est 50 000 dirhams fois 20% qui nous donne une TVA encaissée de 10 000 dirhams. La TVA récupérable qui est relative aux charges, c'est de 30 000 dirhams fois 20%, ça nous donne 6 000 dirhams. Et la TVA due, c'est la différence entre la TVA facturée et la TVA récupérable. Donc 10 000 moins 6 000, ça nous donne 4 000 dirhams qui doit être versé à l'État. Donc c'est pour vous dire que chaque contribuable, c'est un collecteur d'impôts pour l'État. Les déclarations à établir, donc il y a la TVA, elle peut être mensuelle ou trimestrielle. Donc pour la TVA, pour qu'elle soit mensuelle, donc on se base sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exercice N-1, donc l'année précédente. Donc si le chiffre d'affaires est supérieur à 1 million de dirhams l'année dernière, donc à partir de janvier, vous devez faire une déclaration TVA mensuelle. Pour les personnes n'ayant pas d'établissement au Maroc, pour les établissements étrangers qui réalisent une opération commerciale sur le territoire marocain, pour eux, donc, ils doivent faire une déclaration de TVA mensuelle. Par contre, par rapport à la déclaration trimestrielle, donc c'est le contraire par rapport au point précédent. Donc, si jamais votre chiffre d'affaires devient inférieur à 1 million de dirhams l'année dernière, donc à partir de janvier, vous êtes maintenant éligible à une déclaration de TVA trimestrielle. Si vous exploitez un établissement saisonnier ou vous exercez une activité périodique ou occasionnelle, vous avez une déclaration à faire trimestrielle. Et si vous êtes un nouveau redevable pour la période de l'année civile en cours, donc vous avez une déclaration trimestrielle. Pour vous dire que si vous créez votre société au cours de l'exercice, donc automatiquement, vous avez une TVA trimestrielle. La déclaration du prorata, quand est-ce qu'on l'a fait? C'est que si vous réalisez concomitamment ou conjointement des opérations taxables à la TVA et des opérations situées en dehors du champ d'application de la taxe exonérée, c'est pour déterminer le pourcentage de TVA de charge qui va être affecté ou bien déduit de votre TVA facturée. Pour les délais de dépôt, donc la déclaration mensuelle se fait le mois qui suit le mois dans lequel on a décaissé ou bien encaissé. Par rapport à la déclaration trimestrielle, elle se fait le mois qui suit la fin du trimestre. Par rapport à la déclaration du prorata, c'est avant le 1er mars de l'année suivante. Comme l'IS et l'IR, à partir du 1er janvier 2017, il y a une généralisation de la télédéclaration de la TVA. Et par conséquent, tous les contribuables sont invités à faire leur déclaration au niveau de la plateforme simple et à s'identifier pour faire leur déclaration et au paiement. Maintenant, on passe à la taxe professionnelle. Donc, c'est une taxe instituée au profit de la commune. Donc, vous financez le budget des communes dont vous êtes redevable, que vous soyez une personne physique ou une personne morale de nationalité marocaine ou étrangère exerçant une activité professionnelle au Maroc. Le calcul de la taxe professionnelle, il est fait selon la formule suivante. Donc, il y a la valeur locative qu'on va lui appliquer un taux fixe. La valeur locative, elle comprend la valeur du terrain, la valeur des constructions, les agencements et aménagements et le matériel et outillage qu'on va lui appliquer un taux fixe de 3%.
Ce résultat de cette formule, on va lui appliquer un taux qui varie entre 10, 20 et 30% selon la classe dans laquelle est classée l'activité du contribuable. Donc, il y a trois classes. Il y a la classe 1, classe 2, classe 3. Chaque activité elle est répertoriée dans une de ces trois classes. Et donc, je vous invite à voir la liste qui figure dans l'annexe de la loi 4706 par rapport à la fiscalité locale pour savoir la classe dans laquelle vous êtes intégré et le taux d'imposition à la taxe professionnelle. La question se pose si jamais vous exercez plusieurs activités professionnelles dans un même local. Donc, le taux à retenir, c'est celui de la classe de l'activité principale. Le paiement de la taxe professionnelle se fait dans le mois qui suit la réception du rôle. Donc, vous recevez un rôle où il y a le montant à payer. Donc, vous ne faites pas de calcul, c'est les impôts qui s'en chargent. Le droit minimum à payer par classe, donc il y a par rapport à la classe 3, donc si vous êtes dans une commune urbaine, vous allez un minimum à payer de 300 dirhams. Donc si vous êtes dans une commune rurale, minimum à payer c'est 200 dirhams. Maximum c'est la classe 1, donc si vous êtes dans une commune urbaine, donc c'est 1200 dirhams. Si vous êtes dans une commune rurale, c'est 400 dirhams. Les déclarations à établir en termes de taxes professionnelles, c'est les déclarations des éléments imposables au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle du début d'activité. Donc, une fois que vous démarrez votre activité, vous déclarez vos outils de travail, c'est bien là, avant le 31 janvier de l'exercice suivant, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle de la réalisation de modifications ayant pour effet d'octroi et de réduire les éléments imposables. Donc, par rapport, donc la première déclaration, vous déclarez l'ensemble des éléments rentrant dans la base de calcul de la taxe professionnelle, mais les années suivantes, vous n'allez pas faire la même déclaration, mais vous allez faire uniquement une déclaration des variations qui ont été réalisées courant l'exercice, à savoir les nouvelles acquisitions ou les nouvelles rentrants et les sortants, les cessions, les sorties et ou bien les retraits des éléments. La déclaration de chômage d'établissement, elle doit être faite le 31 janvier de l'année suivant celle du chômage partiel ou total de l'établissement. On entend par le chômage partiel l'ensemble des biens d'un établissement qui font l'objet d'une exploitation séparée. La déclaration de cession, de cessation, transfert d'activité, transformation de la forme juridique d'établissement, donc elle doit être faite dans les 45 jours à compter de la date de réalisation de l'un de ces événements ou bien dans les 3 mois à compter de la date du décès du redevable. Alors, le cas de figure se pose lorsque les ayants droit continuent l'exercice de l'activité du redevable et décédé. Alors, à ce moment-là, ils doivent en faire mention dans la déclaration qu'on vient de dire, donc on va ainsi citer, afin que l'imposition soit établie dans l'indivision. La déclaration à établir, donc la déclaration à établir, que ce soit pour la taxe professionnelle ou bien la taxe services communaux, c'est la même, donc c'est la même base pour faire le calcul. Donc en cas de défaut de déclaration déposée hors délai, donc il y a un montant, une majoration plutôt de 15% et de 100% en cas de mauvaise foi, si jamais il y a une mauvaise foi qui est prouvée. Par rapport à la taxe services communaux, donc c'est une taxe établie annuellement au lieu de situation de l'immeuble soumis à la taxe, donc c'est relatif à l'immeuble. Donc, comme formule, elle a comme formule la valeur locative fois le taux applicable, comme on l'a vu par rapport à la taxe professionnelle. Il y a la valeur locative, elle comprend les terrains, les constructions, les agencements et aménagements et les matériels outillage. C'est les outils de production qui sont inscrits dans les immobilisations de la société, fois 3%. Et aussi, il y a le taux qui va être appelé on va lui appliquer un taux de 10,5% pour les périmètres communs et 6,5% dans les périmètres ruraux.
Les droits d'enregistrement, pour faire bref, donc il y a plusieurs droits d'enregistrement qui sont dus pour tout acte ou convention afin d'assurer leur conservation. Donc le taux change de 6% qui est le maximum pour aller jusqu'à un droit fixe de 200 dirhams. Donc qui change en fonction de l'acte soumis à l'enregistrement. Et il y a deux moyens pour payer ces droits d'enregistrement. Ou bien on se présente chez les impôts avec une demande sur papier en tête, ou bien on se rapproche d'un professionnel qui est expert comptable ou comptable agréé, ou bien un notaire pour le paiement de ces formalités. Madame, Messieurs, merci pour votre attention. Mon cabinet et moi restons à votre disposition pour répondre à toute question ou complément d'information, et aussi bien par téléphone, par adresse mail, ou même en présentiel au sein de notre cabinet. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.